bonjour, donc je travaille au CSF et dans le cadre de la mission, en fait, je suis amené à mettre à disposition des outils dynamiques d'aide à la décision et donc je suis amené à écrire du code informatique en VBA et vous partager ce retour d'expérience sur l'usage de l'IA comme aide à la programmation. Donc, imaginez, vous êtes bloqué devant un problème informatique depuis des heures, vous demandez à l'IA et en 10 secondes, vous avez la réponse. C'est ce que j'ai vécu. Je me suis donc demandé, est-ce que ça peut être une aide dans mon quotidien de programmeur? Est-ce qu'il peut me permettre d'être plus rapide et efficace? Alors, j'ai testé ChatGPT pour ma part. En fait, je voulais qu'il me crée du code, qu'il corrige du code et qu'il modifie mon code. Et la remarque que je me suis faite, ça a été oui, ça change tout. En fait, ça me permet un énorme gain de temps, quelques secondes au lieu de quelques heures, d'avoir un code plus propre, plus commenté et plus clair. Et ça aussi permet de développer ses compétences parce qu'il commente le code, de découvrir des nouveautés, et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Pour moi, l'IA, c'est comme un collègue qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui s'adapte à moi, en fait. C'est un peu ça. Il faut être quand même lucide, parce que parfois le code, il est incomplet, il n'est pas adapté à ce qu'on me demande, donc il faut tester, vérifier, pour que ça concorde avec ce qu'on a demandé. Et c'est tellement efficace, puissant et rapide qu'on peut en devenir addict et délaisser l'apprentissage des bases de la programmation, et c'est un rôle essentiel. Et c'est un très bon conseiller, il éclaire mes choix, mais c'est toujours moi qui prends la décision finale. Et pour conclure, je dirais que c'est un allié puissant, il me fait gagner du temps, il améliore mon code, il me soutient dans l'apprentissage, mais pour moi, l'humain, il reste toujours au centre de tout. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Gonard, je suis professeur de mathématiques, je suis chargé de mission à la DRAL, je suis formateur, webmestre du site TNE et bidouilleur à mes heures perdues. Et un premier usage que j'ai l'IA, comme vous pouvez le voir, c'est d'illustrer mes présentations. Alors, bien sûr, ça ne sert pas qu'à ça. L'IA me sert tout d'abord à rédiger des choses, à rédiger par exemple le contenu des parcours magistères, comme derrière moi, ou rédiger des articles du site TNE, par exemple, comme ici. Alors, comment je procède? Je vais fournir mes documents, on parlait de RAG tout à l'heure, justement. Je vais proposer à l'IA d'aller chercher sur Internet, sur les sites officiels, et puis, surtout, mon processus, c'est de parler à mon IA. Je n'écris quasiment plus à mon IA, sauf quand il y a des gens autour de moi, mais je vais lui parler. Du coup, je vais aller beaucoup plus loin dans mes pensées. Je vais réfléchir en même temps que je communique, et ce qui fait que je vais aller beaucoup plus loin dans le fil de mes pensées que de passer à l'écrit au moment où j'aurai un petit peu de lassitude à écrire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'IA me sert à personnaliser mes cours en tant que professeur, et elle me sert aussi à personnaliser mes contenus de formation. Par exemple, ici, avec ces deux sites que j'ai pu créer. Et justement, je parle de création de sites, vous en avez deux autres ici, je fais ce qu'on appelle du vibe coding. Alors c'est un terme qui est apparu au début 2025 et qui signifie simplement faire du codage sans savoir coder, parce que je suis pas un codeur, je l'ai pas mis dans mes casquettes au départ. J'aime bien ça par contre. Et donc là, vous voyez par exemple, ici, ces deux sites ont été faits avec de l'IA, aujourd'hui fonctionnent sans IA et permettent d'analyser par exemple des résultats de certification X de mes élèves et ensuite de proposer une stratégie d'accompagnement des élèves. Donc finalement, c'est une preuve que l'IA peut aider les élèves de manière directe ou indirecte. Mais ce n'est pas tout, je me sers aussi d'IA pour générer des choses, alors ce site qui fait des QR codes, et puis ce site-là dont je voulais vous parler, que j'ai co-construit avec un collègue qui s'appelle Gauthier Roman de l'Académie de Nantes, parce que l'IA c'est aussi des rencontres, avec qui nous avons conçu un site à l'aide de l'IA, on le conçoit encore, et qui permet de générer des activités ludiques qu'on appelle H5P ou des activités ELEA, voilà, assistées le tout par IA, soit via votre choix, ou alors il y a de la division interministérielle du numérique qui s'appelle Albert et est intégrée dans la plateforme. Donc caramel, goûtez-le, je vous promets, il n'y a pas de sucre, c'est bon pour la santé. Et puis, l'IA, c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des rencontres, et tout ça passe par la forge des communs numériques, puisque tous ces sites que j'ai pu vous montrer, finalement, sont tous répertoriés sur ce grand espace, cette communauté où on crée, on mutualise, on partage, et l'IA devient concrète, puisque ce sont des êtres humains qui sont derrière, et on trouve plein de choses très intéressantes. Je pense notamment au portail que propose le premier degré.
Et puis si vous aussi, vous voulez vous lancer dans le live coding comme moi, eh bien vous pouvez vous rendre sur ce site Bidouillage qui explique, qui accompagne les professionnels dans la prise en main de l'IA pour faire du live coding. Voilà. Et puis un dernier usage que j'ai vu là, pour préparer cette présentation, tout simplement, je me suis aidé de ça. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Alors, bonjour à tous, je suis M. Pérez, je suis enseignant de lettres modernes et depuis l'an dernier, j'ai l'occasion de travailler pour le dispositif expérimental ERED, qui en fait est un dispositif qui permet d'avoir des enseignants de remplacement, mais en distanciel, donc pour des élèves qui n'ont pas d'enseignants. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, dans le cadre de mes missions, je vais utiliser un parcours de scénarisation pédagogique via un outil numérique qu'on appelle ELEA. Et sur cet outil, pour pouvoir le mener à bien un différent nombre d'activités, je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de deux manières. Donc déjà, je vais utiliser une intelligence artificielle grand public pour pouvoir me permettre de générer des activités et aussi pouvoir les enrichir en fonction des besoins des différents élèves. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais utiliser par exemple ici Knowledge, ou encore, comme tu l'as dit Emmanuel, Caramel maintenant, pour pouvoir générer des fichiers, mais cette fois-ci de façon informatique. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'H5P. Donc, qu'est-ce qui va changer dans nos pratiques et dans mes pratiques en tant qu'enseignant? C'est tout simplement que je vais devoir repenser complètement ma façon d'enseigner. Je vais ne plus parler de séquences, je ne vais même plus parler de séances, je vais parler de parcours scénarisé d'apprentissage. Et le grand atout que ça peut donner, c'est que justement, l'élève va se sentir davantage impliqué dans les apprentissages. Pourquoi? Parce qu'on va lui proposer des parcours qui sont gamifiés, qui sont ludiques, avec par exemple des quiz interactifs, des mots croisés, ou encore même des vidéos interactives. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu que nous, on utilise dans le cadre de notre mission d'ERED. Et c'est aussi une autre perspective qu'on pourrait se poser pour aujourd'hui et pour demain, justement vers l'évolution d'un enseignement davantage interactif, davantage scénarisé, et qui va permettre à tous les élèves, et quand je dis tous les élèves, parce que c'est aussi un outil qui est pensé pour la différenciation, bien sûr, mais surtout pour n'importe quelle circonstance, et en l'occurrence des élèves en hospitalisation, qui vont pouvoir avoir accès à une continuité pédagogique, ou alors des élèves en situation de handicap ou à des besoins très spécifiques. Et précisément, l'outil ELEA va permettre de répondre, on va dire, à un certain nombre de ces demandes, de ces particularités, tout en maintenant justement la continuité pédagogique qui nous est chère. Voilà. Merci de votre écoute. Alors sur le vibe coding, je vais faire quelques petits commentaires. Bon, d'abord, vous devez le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. C'est une IA qui a gagné les Jeux Olympiques de génération de code, de codage récemment. C'est Claude. Claude, c'est l'IA d'Anthropic, hein, c'est le gros concurrent de ChatGPT. Alors, moi, le vibe coding, en tant que vieil ingénieur, enfin, ça me rappelle une époque où moi j'étais contre la génération de code. Je n'ai pas dit que j'étais encore contre. Hein. Mais à l'époque, j'étais contre. On appelait ça le MDD, Model Driven Development. C'est-à-dire qu'il fallait concevoir des modèles abstraits, et à partir de ces modèles, le code était généré, donc c'était super parce qu'il n'y avait pas à coder, etc. Et moi j'étais très sceptique parce que je me disais, bon, moi des fois j'avais des équipes qui s'est montées jusqu'à 100, 200 ingénieurs, et la plupart étaient incapables de faire des conceptions. Quoi. Donc je me dis, je vois pas très bien comment un ingénieur est incapable de faire une conception, il serait plus à l'aise avec ça qu'avec directement le code, parce que souvent c'était le cas, il était à l'aise avec le code. D'ailleurs c'est un petit peu votre cas, vous dites, je génère mon code, mais en même temps j'aime bien coder, quoi. Voilà, il y a un côté un peu regret peut-être, je ne sais pas. Alors par contre, l'IA change la donne, puisqu'il n'y a effectivement pas besoin de faire des modélisations abstraites. Par contre, elle remonte le problème d'un cran, et là c'est assez fondamental, parce que vous êtes tous arrivés à faire des applis, je veux dire, individuelles, je dirais un peu classiques avec des applis front-end, avec une appli web, et puis des bases de données derrière, et des choses assez classiques. Et moi qui ai dirigé des grosses applications du style le système d'information du nucléaire, par exemple, je peux vous dire que le problème central, c'est pas la conception, c'est pas le codage,
Le problème central, c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire de définir ce qu'on attend vraiment. C'est-à-dire quelles sont les questions qu'on doit se poser. Et ça, c'est des choses qui peuvent faire exploser les projets, quoi. Et des projets j'ai vu des projets perdre 500 millions d'euros parce qu'ils étaient incapables de stabiliser la demande, le besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un courant dans l'informatique qu'on a appelé l'informatique agile. Vous avez sûrement entendu parler de ça, des méthodes agiles qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc ça nous ramène à l'IA parce que ça nous ramène au prompt. C'est-à-dire que quelque part, le challenge du futur, c'est de savoir décrire exactement ce qu'on veut à l'IA pour qu'L'IA fasse le boulot. Et ça n'a rien de trivial. C'est-à-dire que bien savoir décrire et poser les bonnes questions et spécifier exactement ce qu'on attend du système final, c'est un apprentissage long et complexe pour lequel le codage est peut-être utile, pas forcément nécessaire, mais en tout cas, c'est le vrai challenge du futur. Merci Vincent pour ces éléments d'analyse. Donc tout à l'heure, on était dans la révolution, disons, de l'évaluation, d'un point de vue de la pédagogie. Là, je voudrais, alors merci vraiment pour d'avoir mis le doigt sur les questions de didactique cette fois. Et je voudrais vous entendre sur aujourd'hui la formation de nos enseignants en formation initiale. Je suis président du conseil de l'INSPE de Lyon. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux jeunes étudiants? Vous avez dit tout à l'heure, professeur, alors Monsieur Pérez, que c'est plus des séquences, c'était plus voilà, c'était des parcours, scénariser des parcours d'apprentissage. Donc vous parlez d'un changement, d'un paradigme du point de vue de la didactique qui révolutionne les apprentissages. Est-ce que vous-même, vous travaillez avec l'INSPE de Grenoble, par exemple, sur, je sais pas, sur les apprentissages, la préparation de nos futurs des M1, M2 certifiés de français, des classiques. Est-ce que on vient vous interroger? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de creuser un trou énorme entre peut-être une didactique voilà, une didactique des années 80, et puis des pratiques qui touchent le cœur de la didactique. Pour vous, monsieur Bourizy, vous avez parlé d'une révolution didactique. Donc aujourd'hui, on embête des étudiants de L1, L2, L3 dans des licences d'informatique, où d'ailleurs il n'y a plus d'étudiants, tellement on a l'impression que le système ne s'est pas renouvelé. Vous avez pointé le fait que aujourd'hui programmeur, vous avez des IA qui programment beaucoup mieux. Quelles seraient les compétences à développer aujourd'hui pour nos futurs parcours de formation? Là, j'avais noté quelque chose que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sundar Pichai, c'est le CEO de Google, qui annonce l'an passé que le métier de codeur va plus ou moins disparaître, hein, parce qu'on a des assistants de niveau licence, maîtrise, des sortes d'esclaves qui répondent à toutes vos questions. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui sur l'enseignement de l'informatique? Ça change complètement la didactique et même l'enseignement à l'université, puisque vos pratiques professionnelles ne correspondent pas du tout aux enseignements que vous avez reçus. Et pareil pour vous, donc je voudrais vous entendre sur la question de la didactique et l'impact que vous voyez dans la formation des étudiants, la formation des futurs professeurs. Voilà, je veux dire, on a l'impression qu'on est en train de plus parler du tout le même langage didactique. Alors moi, si je me permets, c'est vrai que l'IA aujourd'hui, pour un codeur pur, ça peut remplacer son métier, je dirais, j'ai pas peur de le dire. Il code très bien, il connaît très bien le langage de programmation. Après, moi, pour ma part, je suis statisticien. Donc, l'IA a besoin de moi pour savoir quelle représentation je vais lui demander, quel indicateur est important pour cette étude par rapport aux données, aux différents corpus de données qu'on a. Dans mon métier, ça me permet de gagner du temps parce que ça m'évite de taper beaucoup de code.
Mais après, il a besoin pour savoir l'analyse statistique qu'il y a derrière, ce que j'en retire, ce qu'on en tire pour l'objet de l'étude. Est-ce que vous pensez, pour l'égalité filles-garçons, par exemple, le fait que l'apprentissage de l'écrit informatique, hein, je veux dire, qui est très difficile, hein, c'est un peu comme le chinois, on oublie en fait chaque fois la syntaxe, c'est très pénible. Vous passez des heures et des heures à apprendre du C, puis vous l'avez oublié l'été suivant. Pareil pour le Python, enfin si vous ne pratiquez pas, c'est comme une langue, si vous ne pratiquez pas tous les jours, vous oubliez. Par contre, on sait lire. Est-ce que le fait de sauter l'obstacle de l'écriture, ça va permettre c'est l'accessibilité pour tous ou être moins enthousiaste? Ça dépend en fait de ce qu'on va écrire. Si c'est des codes très simples, je pense que c'est accessible pour tous. Après, quand on va aller sur des codes très compliqués, il est très important d'avoir des connaissances, des notions, parce qu'il faut pouvoir le modifier, pouvoir l'adapter, pouvoir vérifier qu'il fait bien ce qu'on veut. Et c'est encore là où l'humain reste pour moi primordial, parce qu'il y a besoin de nos connaissances pour avoir des actions sur ces choses-là. Je posais une question franchement incorrecte, je peux, monsieur le recteur. 90% des codeurs, enfin de gens qui codent sont des hommes. D'accord. Avec l'IA aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des dames, des femmes qui ont fait la même démarche que vous? Ma collègue qui est dans la salle. Voilà, merci. On a justement, est-ce que, comment dire, tout à l'heure, c'est pareil, la même question qu'avec l'anglais. Est-ce que ça nous, ça nous enlève un gros poids, c'est-à-dire l'erreur de codage, etc. Je suis une femme, j'ose coder. Est-ce que le fait qu'il y ait des IA qui m'aident à coder, est-ce que ça casse un plafond de verre? Et peut-être que notre collègue qui est féminine, au fond, là, peut-être, je ne sais pas si elle a une réflexion à faire sur cette égalité homme-femme. Je sais pas, vous avez peut-être une réponse? Je ne sais pas, je peux conseiller les gens de faire la réflexion, mais sur les échanges que j'évoquais tout à l'heure, c'est fort, on peut voir différents professeurs, on s'inscrire dessus. Effectivement, majoritairement, on voit des hommes, mais on voit quelques femmes. Et ça, c'est vrai que c'est déjà bien, mais c'est balbutiant. Je pense que l'IA, effectivement, peut permettre de soulever un peu cette barrière, il ne faudra pas que ça. Il y a une part de créativité, en tout cas moi que je ressens avec ce coding, en tout cas, j'ai l'impression de démultiplier les possibilités. J'ai des idées que j'avais depuis un moment dans mon esprit, mais je n'avais pas toutes les connaissances, toutes les compétences. Et en réalité, à force de pratiquer, j'apprends. Je mets de plus en plus les mains dans le code moi-même, en fait, parce que je commence à comprendre. Donc je pense que c'est aussi une manière d'initier le mouvement. Et puis, voilà, au départ, je n'ai pas lancé dans le nucléaire. Voilà. Je ne sais pas de faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est à temps panier. Et peut-être que déjà, pour une première annonce, créer une envie, susciter de l'intérêt, ben, ça peut être, oui, je pense, un des leviers. Il faudra accompagner, je pense, dans tous les cas et continuer. Alors, sur la question de la formation, je n'ai pas eu encore l'occasion d'intervenir en INSPE, mais c'est vrai qu'il y a un vrai comble à manquer sur la question, bien sûr, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des nouveaux supports numériques, qui sont d'ailleurs à pleinement intégrer dans le parcours des élèves. Hein. Quand on parle de réussite des élèves, il faut que ça passe également par l'usage du numérique. Donc il y a un comble à manquer. Je parlais de scénarisation pédagogique plutôt de séance, parce que la scénarisation, en fait, elle est modulable. Et la question justement du modulable nous permet de personnaliser les apprentissages pour tous les élèves. L'élève en hospitalisation ou l'élève à grands besoins particuliers, par exemple en situation de handicap. Et là, nous permet aujourd'hui d'envisager une différenciation complètement accrue, voire, je parle de personnalisation des parcours. L'élève va pouvoir travailler son parcours à son rythme, de façon complètement autonome ou semi-autonome. Et on a eu l'occasion de l'utiliser, y compris pour les collégiens dès la 6e. Donc on voit que l'âge d'utilisation, on va dire, de ces parcours-là est de plus en plus avancé. Donc voilà, ce sont des leviers, en tout cas, pédagogiques qui nous intéressent et qui devraient intéresser tous les enseignants aujourd'hui aux démarcations.